Alors, nous nous entretenons avec Philippe Couillard, consultant et ancien premier ministre du Québec. Bonsoir, M. Couillard. Bonsoir, madame. Alors, le président Trump a imposé des tarifs lors de son premier mandat aussi. C'est donc la deuxième fois qu'il le fait et vous étiez en poste. Vous étiez premier ministre du Québec à l'époque. Est-ce que vous pensez que le Canada a tiré une leçon de tout ça? Je crois que oui, les dispositifs à l'époque de communication entre le fédéral et les provinces étaient bien ajustés. Mais il faut réaliser que Trump 2.0, si je peux l'appeler comme ça, n'est pas le même individu ni la même organisation que Trump 1.0. Il y a des différences notables qu'il faut prendre en compte. Alors, lesquelles, par exemple? Bien, outre la personnalité qui ne s'est pas améliorée, je dirais de cette façon-là, il y a le fait que son entourage maintenant est très différent de celui de l'époque de 2016-2017. À l'époque, c'était presque une conversation de commerce international normale avec les institutions avec lesquelles on est habitué à traiter. Maintenant, son entourage est fait vraiment de gens très, très convaincus, pour employer un terme aimable du mouvement MAGA, et quelques multimillionnaires en orbite autour qui essaient de donner des conseils. Donc, c'est très, très difficile de faire passer le message. Le Congrès est entièrement sous son contrôle. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas un gouverneur qui dit quoi que ce soit de différent de lui. Donc, on doit faire la représentation auprès des gouverneurs, mais les canaux de communication sont beaucoup plus difficiles qu'ils l'étaient à l'époque. Bon. Vous savez, le Canada a répliqué immédiatement dollar pour dollar en imposant des contre-tarifs, mais vous pensez que ce n'est pas nécessairement la meilleure idée. Pourquoi? Ben, je ne suis pas le seul à le dire. De plus en plus, d'ailleurs, je remarque qu'il y a des analyses à cet effet-là dans les médias. C'est la pure logique. Si on dit que les tarifs imposés par les États-Unis vont d'abord nuire aux consommateurs et aux entreprises américaines, c'est vrai. La même chose s'applique dans l'autre direction. Si nous, on impose des tarifs pour les importations américaines, ce sont nos consommateurs et nos entreprises qui vont en souffrir. D'ailleurs, plusieurs l'ont déjà fait signaler parce que nos entreprises utilisent beaucoup de produits américains dans leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, ces tarifs-là vont s'appliquer à rebours au Canada et au Québec et aux autres provinces. Donc, à mon avis, ce n'est pas nécessairement une très, très bonne idée. Alors, quelle serait la meilleure stratégie alors qu'on le voit, et vous semblez le dire aussi, la voie diplomatique est assez difficile? En définitive, là, c'est la pression interne aux États-Unis qui va faire changer d'avis ou modifier l'avis de Donald Trump. Et il a une façon particulière d'évaluer ça. Les sondages, seulement s'ils sont en sa faveur, donc c'est variable, mais également des choses comme le marché boursier. Alors là, il vient de voir avec son ajustement temporaire aux tarifs que le marché boursier a immédiatement réagi de façon positive, comme ça avait été le cas à l'inverse lorsqu'il a annoncé ce tarif. Oui. Et ça, c'est le genre de truc qui le fait réfléchir. Il a désespérément besoin de dire au monde et à lui-même qu'il est le meilleur pour gérer l'économie et que les marchés boursiers en sont un témoin fiable, ce qui n'est pas le cas du tout. Il y a une différence importante entre l'économie réelle, entre guillemets, et l'économie de Wall Street. Mais c'est pas grave, pour lui, c'est la vérité. Donc, si les marchés boursiers demeurent instables chaque fois qu'il mentionne la possibilité de nouveaux tarifs, ça pourrait le faire changer d'avis. Et également d'autres intervenants autour de lui que je mentionnais tantôt, là. Bien, espérons-le. Entre-temps, l'imposition des tarifs fait déjà mal. L'industrie métallurgique va encaisser un coup assez dur, notamment au Québec. Une partie de la production est basée au Québec. Est-ce que le Québec est prêt à faire face à la tempête, vous pensez? Oui, ben d'ailleurs, on a tiré le son du premier épisode. Puis déjà, je vois qu'il y a des annonces qui ont été faites de collaboration avec les entreprises qui sont les plus vulnérables, et il y en a plusieurs au Québec, parce que notre économie, ne le cachons pas, est axée sur les échanges avec les États-Unis. Oui, on veut diversifier, on va diversifier, mais foncièrement, c'est la relation commerciale avec les États-Unis qui domine massivement notre économie. Oui. Si on regarde tous les indices, c'est très clair. Donc, on peut aider, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire pour aider, parce que, comme je l'expliquais dans une entrevue précédente, c'est illusoire de penser que le Canada peut gagner une guerre de tarifs ou une guerre commerciale avec un pays de la taille des États-Unis. Oui. Et vous le savez, M. Legault, le premier ministre du Québec, a fait des annonces hier. Il a annoncé notamment des prêts, de l'aide sous forme de prêts, 50 millions par entreprise, là, et moins, évidemment, là, mais jusqu'à 50 millions. Est-ce que vous pensez que c'est la chose à faire et que ça va être suffisant? Oui, c'est la bonne chose. Par contre, pour les plus petites entreprises, ça devient problématique parce que ce sont des prêts qui s'ajoutent à leur passif. Oui. Et ce n'est pas nécessairement favorable pour les petites entreprises. J'ai vu également qu'il y avait une bonne idée, au-delà de la question des tarifs, c'était de faire augmenter la productivité de nos entreprises par un programme essentiellement de prêts et parfois de subventions. Mais il faut faire un investissement minimal de 10 millions.
ce qui est énorme pour une petite et moyenne entreprise. Donc, il y a un pan de l'économie, et l'économie du Québec est majoritairement constituée de ces petites et moyennes entreprises. Il y a un pan de l'économie qui ne sera pas touché par ça. Donc, encore une fois, il faut espérer que les partenaires de ces entreprises-là, leurs clients, les investisseurs, les milieux financiers vont, de façon directe ou indirecte, faire changer d'avis M. Trump. Et est-ce qu'il faut éliminer certaines des barrières tarifaires interprovinciales? Vous savez, les premiers ministres des provinces et des territoires s'y sont engagés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, on avait fait, je dirais, une première tentative en 2017 qui était incomplète parce que chaque province y va de sa liste d'exemption. Et le Québec ne faisait pas exception. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exemptions fédérales. C'est quelque chose qu'on oublie de mentionner. Et je vois que récemment, la ministre fédérale a annoncé qu'elle allait abolir la plupart de ces barrières fédérales. Alors, c'est bien qu'on en prenne conscience. Maintenant, il y a des barrières qu'on ne pourra pas enlever. Je l'ai dit dès le début. Pour un premier ministre du Québec, par exemple, renoncer aux exigences linguistiques dans ce contexte-là est invivable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on ne veut pas faire d'abord, mais qu'on ne peut pas faire certainement. Et je crois que la plupart des gens l'acceptent. J'ai vu un communiqué hier des premiers ministres qui indique bien notamment que le Québec, sur la question linguistique, suivra ses propres orientations. Oui, oui, M. Legault l'a confirmé hier qu'on allait toujours tenir compte de ça, évidemment. Alors, vous êtes au Mexique en ce moment. C'est l'autre pays qui s'est vu imposer des droits tarifaires, le Canada et le Mexique, autant de droits tarifaires et en même temps, le même jour d'ailleurs. Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Que disent les médias? Que disent les gens? Quelle est l'ambiance en ce moment au Mexique? Je ne suis pas vraiment la meilleure personne pour parler des médias mexicains. Je dirais que je ne les lis pas de façon assidue. Je vais être honnête. Cependant, c'est la même chose qu'à l'époque. On bénéficie d'avoir le Mexique dans l'Alliance. Il y a des gens au début qui ont dit « laissons le Mexique de côté, faisons une alliance uniquement avec les États-Unis ». À mon avis, ce serait une erreur. On a besoin de cette force continentale et le Mexique est un grand pays. Qui va être un allié de taille, un allié important pour le Québec et le Canada. Il ne faut certainement pas le laisser de côté. On a une ambassade, on a une délégation du Québec à Mexico. Il faut s'assurer de maintenir les lignes de communication ouvertes et d'utiliser leur soutien et d'apporter notre soutien envers le Mexique également parce que c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a moyen de développer davantage les échanges commerciaux avec le Mexique, vous pensez? Bien, pas uniquement avec le Mexique. C'est-à-dire qu'on est déjà avec le Mexique dans le cadre du régime de libre-échange nord-américain. Ce que moi, je trouve, c'est qu'on dit qu'on va diversifier nos marchés de façon un peu légère, comme si c'était facile et que ça arrivait avec un claquement des doigts. Prenons l'exemple de l'Europe. Et les gens mentionnent souvent l'Europe comme premier exemple. On a une entente de libre-échange avec l'Union européenne depuis maintenant plusieurs années. La question à se poser avant d'imaginer d'autres choses, c'est est-ce qu'on en prend avantage? Est-ce que nos entreprises sont aidées pour s'inscrire dans le marché de libre-échange avec l'Union européenne? Avant de penser à d'autres choses un peu plus ésotériques, appliquons ce qu'on a à notre disposition. On a des ententes de libre-échange avec de nombreux pays dans le monde. Outre l'Europe, il y a la Corée, il y a l'Asie-Pacifique, il y a plusieurs possibilités là, de ce côté-là à exploiter davantage. Mais ne nous cachons pas la réalité. Même si on fait cette diversification, en définitive, ce sera assez marginal par rapport à l'énorme impact et l'énorme influence que l'économie américaine a sur la nôtre. Avez-vous l'impression, terminons là-dessus, M. Couillard, avez-vous l'impression que, quoi qu'il advienne, ces tarifs sont là pour rester? Non, je crois que, comme disait la chanson à l'époque, « Time is on our side », le temps est de notre côté. Plus le temps passe, plus les Américains s'aperçoivent que c'est eux-mêmes, au premier chef, qui paient les tarifs et qui vont souffrir des conséquences. Ça prend un peu de temps pour percoler dans l'économie l'effet de ces tarifs-là. Donc, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais je peux vous le dire, déjà, on voit les agriculteurs américains qui sont vraiment pas contents et ça va se transmettre dans d'autres chaînes d'activité. Donc, il y a un phénomène naturel de prise de conscience qui va faire effet. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes devraient lire leur histoire un peu plus. Je sais que peut-être M. Trump ne lit pas les livres d'histoire beaucoup, mais il doit y avoir des gens autour de lui qui peuvent lui dire ce qu'ils contiennent. Uniquement aux États-Unis, il y a eu 2 épisodes célèbres d'imposition de tarifs, ceux de McKinley, dont M. Trump par la location, et ceux dans les années 30. Et dans les 2 cas, ça a été un échec total. En fait, il n'y a aucun exemple qu'on peut citer de tarifs protectionnistes qui ont favorisé le développement économique ou qui ont permis à des entreprises menacées de passer à travers des périodes difficiles. Ça n'existe tout simplement pas. Et c'est malheureux que personne autour de M. Trump ne soit capable de le convaincre de ça. Très bien. Merci beaucoup, M. Couillard. Ça fait plaisir.